d'information, de lien avec la certification, et que le Cercle national du coaching, que pour certains vous connaissez et d'autres vous découvrez sans doute, lance le 31 mars prochain une certification tout à fait innovante sur le marché par rapport aux certifications existantes. Je vais reprendre la parole dans quelques instants pour vous présenter dans ces grandes lignes le Cercle national du coaching. Je suis Thierry Bianchi, le président du Cercle. Je vais laisser Christophe Vandernoot, qui est le président de la commission scientifique et qui fait partie du comité qui a travaillé sur la certification, vous présenter ce projet tout à fait intéressant. Merci Thierry. Je vais vous le présenter rapidement. Donc effectivement, le Cercle national du coaching a souhaité mettre en place une certification qui a comme caractéristique évidemment de viser une professionnalisation des coachs, mais qui vise aussi, qui s'inscrit dans une démarche transdisciplinaire, c'est-à-dire que c'est une certification dans laquelle on demandera avant tout aux gens qui font du coaching, qui font de l'accompagnement VAE, eh bien de venir pour à la fois obtenir, je dirais, un label leur permettant de travailler auprès de clients publics et privés, puisque vous le savez sûrement, aujourd'hui c'est le fait d'être certifié qui permet à un coach de concourir dans un certain nombre d'appels d'offres, que ce soit dans l'administration publique ou que ce soit donc dans des entreprises privées. Et donc nous, notre objectif, c'était effectivement de faire en sorte que les coachs trouvent au sein du Cercle national du coaching et à travers cette certification l'occasion d'expliciter leur pratique, je dirais de la mettre à plat, mais dans un sens pour nous qui est celui du co-développement, c'est-à-dire que nous pensons qu'aujourd'hui un coach intervient autant à partir d'outils, de méthodes qu'il a pu apprendre, que de son propre parcours, de son histoire de vie. Et donc l'objectif, eh bien, c'est à travers, je dirais, cette certification, eh bien, que on introduise dans le marché du coaching une démarche, qui soit une démarche, encore une fois, qui profite aussi bien aux coachs que aux clients. Que dire, donc cette certification démarre le 31 mars. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site du Cercle national du coaching et puis vous trouverez toutes les informations. Il y a un dossier à remplir. Ensuite, la certification suppose de passer un entretien devant un jury composé de 2 personnes, ce jury étant en fait des pairs qui vont à cette occasion susciter un dialogue, puisque ce qu'on va chercher à évaluer, et dans le mot évaluer il y a le mot valeur, c'est-à-dire ce qu'on va chercher à valoriser, c'est d'une part le professionnalisme de la personne, c'est ensuite, je dirais, la dimension éthique aussi de sa pratique, mais aussi sa réflexivité, sa capacité d'entrer dans un débat et d'entrer dans une interaction. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, d'une part on est là avec Thierry, donc vous pourrez nous poser les questions que vous souhaitez, et sinon vous allez sur le site du Cercle national du coaching. Merci Christophe pour ces informations. Alors le Cercle national du coaching, encore quelques mots. C'est une histoire qui a démarré en 2002, il y a plus d'une dizaine d'années, au sein du Conservatoire national des arts et métiers, dont nous étions au début issus, avant de devenir, il y a 3 ans, un think tank indépendant, où nous logeons nos conférences, en quelque sorte, à l'ESG, mais nous avons aussi d'autres lieux d'intervention. Nous développons au Cercle national du coaching une vision qui est une vision assez large, très ouverte de l'accompagnement dans les organisations.
avec l'idée que le coach doit travailler, réfléchir avec les managers, avec les responsables des ressources humaines, avec la direction générale, et ensemble doivent réfléchir à la question de la gouvernance dans une organisation. Et la gouvernance, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour faire avancer l'entreprise et mettre l'entreprise sur de bons rails. Donc le coaching, c'est quelque chose qui au cercle se pense d'une façon très ouverte et pas seulement basé sur un outil, Christophe l'a très bien dit, basé sur la pluralité des outils, évidemment, la VAE, l'expérience, et nous n'avons pas d'école de formation, donc nous sommes véritablement dans ce champ aujourd'hui de l'expérimentation, on va dire, et de la réflexion. Voilà, alors j'en ai terminé avec le cercle. Si vous êtes intéressé, nous avons ici notre trésorier de l'association, voilà, Christian Giroux, notre secrétaire Odile Tivillier, notre chargé de communication Sabine Vansingel, Christophe Vandernotte pour la certification et le comité scientifique qui a produit une très belle charte éthique qui est accessible sur notre site pour les coachs de l'association. Hubert, je suis très content de cette mise en lien par une relation commune, on va dire un ami, qui n'est pas là ce soir, qui s'excuse, on va penser pour lui. Hubert est président de l'Agence française pour le développement de l'emploi et des compétences. Alors j'ai quelques notes, évidemment. C'est une association qui a été créée pour la recherche dans le domaine du développement des compétences, avec on va dire, un éparpillement dans le monde entier, sur tous les continents. J'ai entendu les États-Unis, la Chine, enfin, tous les continents sont représentés. Donc, c'est très prospère et ça fonctionne très bien. Les travaux de cette agence française portent sur la normalisation, avec des présidences de commissions de normalisation sur la formation professionnelle, des publications, des réflexions. Je cite le livre où vous avez été co-auteur, Capital humain, mode d'emploi, qui a été diffusé par le ministère de l'Industrie pendant la dernière décennie. Donc ce soir, nous allons laisser la parole sur ce beau sujet qui est la formation, la certification, et Hubert va nous parler également de cette loi qui finalement est passée, hein, c'est passé, maintenant c'est derrière nous, on en a parlé pendant très longtemps. Le Cercle national a participé d'ailleurs à la réflexion, dans le collectif des présidents, nous avons proposé une réflexion sur la réforme de la formation professionnelle, mais Hubert va nous en parler plus en détail. Merci beaucoup Thierry, merci. Merci de m'accueillir, je suis très très heureux d'être là, pour plein de raisons. D'abord parce que ce que fait le cercle du coaching m'intéresse particulièrement, les réflexions que le cercle mène, je les trouve fort intéressantes, et puis cette problématique que vous vous posez aujourd'hui sur la certification des coachs me paraît arriver au bon moment. Je vais tenter un exercice de style un petit peu difficile parce que je vais essayer d'osciller entre coaching, consulting, qualité, certification, RH, formation, puisque, comme vous l'avez dit Thierry, vous ouvrez large dans cette maison, donc on va essayer de faire la même chose. J'essaierai aussi de ne pas être trop long quand même pour vous laisser de la place pour les questions, parce que je pense aussi que c'est le débat qui peut être le plus intéressant derrière. Alors merci d'avoir présenté l'AFDEC, mais pour vous dire quelques mots complémentaires, je n'aurais pas autorisé à ce qu'on les dise à ma place, mais nous sommes considérés souvent comme des terroristes. Des terroristes parce que nous bouleversons pas mal les idées, parce que nous ne sommes rattachés justement à aucun mouvement, à aucun parti, à aucune organisation ni patronale ni syndicale, mais nous avons la chance d'entretenir d'excellentes relations avec tous. J'avais le plaisir d'animer les débats avec les partenaires sociaux aux dernières universités de Centre Info à Biarritz. J'étais encore tout à l'heure au téléphone avec le MEDEF. On s'entend donc tous très bien.
mais terroriste parce que nous sommes porteurs d'idées. Vous parliez de la gouvernance, et nous y sommes évidemment très attachés, et vous parliez de la RH. Je crois que nous avons des étudiants RH dans la salle, alors je vais essayer de ne pas les effrayer, mais je vais quand même leur dire que quand on rentre dans une entreprise, la première chose que nous faisons, c'est de supprimer la fonction RH. Non, il n'y a pas trop de réactions, je n'ai pas encore reçu de bouteille. Alors, pourquoi on supprime la fonction RH? Parce que on ne supprime pas l'individu, hein, rassurez-vous. Donc, si vous avez fait des études en RH, c'est pas vous qu'on supprime. C'est bien la fonction, parce que malheureusement, souvent, la fonction ressources humaines est une façon de se débarrasser de la chose la plus importante de l'entreprise, c'est-à-dire le capital humain. C'est-à-dire de confier à un DRH toute la responsabilité qui relève normalement du dirigeant de l'entreprise, puisque ce qui était le fondement de notre ouvrage que le ministère de l'Industrie a effectivement largement diffusé, puisque ça a même servi au projet qui s'est appelé Capital Humain et qui a permis de développer les zones d'innovation en France, c'est que justement ce que nous disions dans cet ouvrage, c'est que l'innovation et la force de l'entreprise se trouvent dans ses collaborateurs. Et qu'avant d'aller chercher à l'extérieur, si déjà on sait manager ses ressources, si on sait gérer ses talents et si on sait développer ses compétences, eh bien, nous avons une entreprise qui est beaucoup plus performante. Et ça, je peux le prouver absolument à n'importe quel moment à partir de témoignages d'entreprises qui se sont réorganisées sur ces modèles. Terroriste aussi parce que quand on accompagne en mode expérimental, puisque c'est l'objet aussi de notre organisation, le deuxième élément sur lequel on contractualise avec les directions, c'est la suppression du système hiérarchique. Alors oui, c'est possible, je ne vais pas vous expliquer ce soir comment, mais oui, c'est possible, on supprime la pyramide, on supprime les habitudes millénaires qui nous viennent des systèmes militaires, nous faisons tomber cette pyramide et nous réorganisons l'entreprise sur un autre modèle. Cet autre modèle s'appuie sur quelque chose auquel vous êtes forcément sensible, puisque cet autre modèle est pratiquement obligé de faire appel au coaching, est pratiquement obligé, comme je le disais dans l'article que vous avez eu la gentillesse de publier sur Mediapart, pratiquement l'obligation de transformer son encadrement en coach interne. Puisque le principe du servant leader, c'est de passer de cette position-là à cette position-là. Alors ne nous trompons pas, c'est pas servant leader au sens je me mets au service de mes collaborateurs, pas du tout. C'est le servant leader au sens de je fais réussir mes collaborateurs. Alors vous allez dire mais c'est pas le rôle d'un manager ça? Si, normalement, bien sûr. Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans ces modèles-là, c'est que la valeur ajoutée du manager est reconnue par la réussite de son équipe et pas par la réussite de ses objectifs personnels. Et ça, croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Donc on comprend bien que si le manager doit faire réussir ses équipes, il ne peut plus du tout être dans les mêmes positions. Alors vous aviez aussi l'amabilité, Thierry, de rappeler qu'on travaille dans différents pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons justement, à travers cette approche-là, développer un modèle valable au niveau pluriculturel, puisque aujourd'hui ce modèle s'applique aussi bien en Chine, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, etc. Nous avons donc le plaisir de travailler avec des DRH, des fonctions RH, devrais-je dire aujourd'hui, de ces différents pays, pour faire évoluer le modèle et lui permettre de s'adapter absolument partout. Et c'est original parce que on peut se demander si justement la Chine est capable de passer dans des modèles comme celui-là. Eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme la Russie, qui, en passant de l'URSS à la Russie, a juste oublié le téléphone filaire. Ils sont tout de suite passés au modèle mobile, instantanément. Ils n'ont pas réinstallé des systèmes filaires. Eh bien, dans ces pays-là, je peux vous garantir que quand Pierre Fitt écrivait « Quand la Chine s'éveillera », je peux vous garantir que la Chine s'éveille beaucoup plus vite qu'on ne veut nous le laisser croire aux informations télévisées, et qu'ils sont très malins et qu'ils s'emparent très très vite de ces modèles de management, et croyez-moi, ils sont capables de les mettre en place. Voilà, donc nos travaux portent effectivement sur des approches d'organisation, sur des valeurs où nous considérons que le capital humain est l'essentiel de l'entreprise, et où nous considérons qu'il y a des attitudes à développer dans l'entreprise qui sont évidemment très proches du coaching. Parallèlement à cela, puisque nous considérons que le capital humain est l'essence de l'entreprise, Thierry l'a dit, nous nous sommes très vite intéressés aussi à la qualité de la formation. Puisqu'évidemment, qui dit compétence en entreprise, dit accompagnement des compétences.
Alors je sais que j'ai quelqu'un ici du ministère de l'Éducation nationale, donc comme je suis un terroriste, je vais encore me faire taper, mais je tiens quand même à préciser qu'il y a une différence entre formation et enseignement. Et je reconnais à l'Éducation nationale toutes ses compétences pour enseigner, mais je crois qu'à côté, il faut aussi que nous ayons cette pluriculturalité et que nous ayons cette ouverture d'esprit au fait que ça ne suffit pas et que la formation est une toute autre posture et que nous devons passer du stade de la loi de 1971 sur la formation professionnelle qui consistait à prolonger l'éducation nationale à travers des enseignements et donc à travers des transferts de contenu pour enfin aller dans l'accompagnement du développement de la compétence de l'individu qui ne repose pas justement que sur des transferts de connaissances, mais qui repose aussi sur de l'accompagnement. Et c'est là où les coachs peuvent évidemment trouver leur place, et je vais y revenir dans quelques instants. Alors justement, pour aborder le sujet, il faut l'aborder à travers à la fois la formation, le consulting et la qualité. Et c'est d'autant plus intéressant que ça peut sembler très antinomique si on est un petit peu sectaire sur ce que l'on appelle un coach. Et vous avez dit que vous vouliez avoir beaucoup d'ouverture sur le sujet. Moi, je préfère vous en féliciter que considérer que ce serait une erreur, parce que je l'ai dit, quelque part, le mot coach, qui a réémergé dans les pays anglo-saxons, puisque c'était une origine française, est quelque chose dont se sont emparées certaines approches psy pour délivrer ou pour s'approprier le titre de coach. Bon. Je pense que ces organisations-là auraient peut-être dû qualifier le type de coach dont il s'agit. Mais je crois aussi que la notion de coaching est une question de posture qui ne s'appuie pas que sur une technique ou sur quelques outils. C'est beaucoup plus large que cela. Et donc c'est pour cela que je soutiens et j'apprécie les travaux de recherche que vous faites, car il me semble effectivement qu'il faut savoir communiquer sur ce type d'attitude. Car aujourd'hui, et j'y reviendrai aussi, les organisations, les fonctions RH, les responsables de formation ont plutôt peur de l'approche coaching. Alors, est-ce qu'ils en ont d'ailleurs peur, ou est-ce que simplement, parce que c'est un autre phénomène, ça ne rentre pas, ou que très rarement, dans les financements de la formation professionnelle? Alors, vous allez voir qu'avec la nouvelle loi, ça ne va plus poser de problème. Vous ne vous réjouissez pas trop vite, parce que quand je vous expliquerai ce que comporte la nouvelle loi, ça va avoir quelques exigences auxquelles il va falloir justement savoir répondre. Alors, puisque je parle de la loi, allez, prenons quelques minutes pour essayer de comprendre la réforme. Alors, cette réforme, je ne vais pas vous la donner dans le texte, parce que c'est assez illisible. Si vous essayez d'aller sur le site de Centre Info et de charger la loi, vous y comprendrez certainement pas grand-chose. Je vais juste vous en donner 2-3 principes. Et une raison. Une raison que j'évoquais tout à l'heure avec le MEDEF. C'est une loi brutale, mais vraiment brutale. Et donc je l'évoquais avec le MEDEF, qui me disait, oui, tu as raison, c'est brutal, on y a réfléchi, on s'est demandé si on mettait une phase de transition, puis on a dit non. Parce que de toutes les façons, à chaque fois en France, quand on a le temps, on détourne, on fait autrement, et on se dit, allez, ça nous a encore passé à ras des oreilles, c'est plus la peine. C'est ce qui s'est passé en 2009, quand il y a eu les réformes de la formation professionnelle, on en a quelques-unes. Hein. On a eu 2004, grosse réforme. On a eu 2009, nouvelle grosse réforme. On a eu les accords avec les partenaires sociaux l'année dernière. Ça nous arrivait, mais alors, en plein dans la figure, personne n'a bougé. Et donc, du coup, décision, loi brutale, à la hussarde, c'est comme ça, il va falloir s'adapter. Et c'est un peu français, parce que français, on ne réagit que quand on a la tête dans le mur. Donc là, je peux vous dire qu'avec cette loi-là, on nous a mis la tête dans le mur. Mais avec un fondement philosophique extrêmement intéressant. Un fondement philosophique qui était essentiel et sur lesquels les partenaires, l'ensemble des partenaires sociaux sont d'accord. Alors vous avez peut-être lu que la CGPME n'a pas signé l'accord ou la CGT n'a pas signé l'accord. C'est uniquement des questions de gros sous. Je vous expliquerai un peu le pourquoi en 2 mots sur les gros sous. Mais sur le fond, sur l'idée, personne ne la remet en cause. C'est quoi l'idée?
J'aurai le plaisir d'animer la semaine prochaine les débats franco-allemands sur l'alternance. Vous avez peut-être lu cette semaine encore, au mois de décembre, on était à moins 10% de personnes de jeunes en apprentissage, on en est à moins 25%. C'est absolument dramatique. Quelles sont les causes de ces moins 25%? Il y a deux causes visibles, comme ça, à premier abord, vous pourriez me donner. La première, c'est « Ah, crise économique, monsieur, on ne peut pas. » Bon, ok, j'entends. On ne peut pas quoi? On ne peut pas créer d'emploi. J'entends. La deuxième, c'est que ça coûte cher. C'est pas financé. On nous met des obligations. On n'a pas les moyens. On ne trouve plus les sous. En fait, c'est la même raison. Crise économique, pas de sous. Et on ne veut pas employer. Vous prenez les Allemands. Il y a 0 obligation fiscale. D'accord? Nous, on a 5% d'obligation d'emploi des apprentis dans nos entreprises. En Allemagne, on ne se pose pas la question. Il y a des entreprises qui ont 7, 8, 10, 12% d'apprentis, même. Il y en a 10% d'apprentis. Chez Siemens, vous avez 8% d'apprentis, de façon totalement naturelle. 0 obligation de financement. D'accord? Pourquoi? Pourquoi ça marche? Il y a une autre mentalité, qui est que ces entreprises-là ne sont pas passées par les modèles de subvention. Ces entreprises ont intégré le développement du capital humain comme une stratégie d'entreprise. Donc ils ne se posent pas la question. Nous, en France, on ne l'a pas du tout intégré. Mais pas du tout, du tout. Et donc, cette nouvelle loi, brutale comme elle est une loi qui est un véritable changement de paradigme. C'est une loi qui va faire passer, et alors là, je m'adresse aux RH qui font quelques études en ce moment sur le sujet, qui va faire passer de la consommation d'heures de formation, avec une vision administrative de la formation, à une véritable stratégie qualitative de développement des compétences de l'individu. Et donc, le point essentiel de cette nouvelle loi, qui a l'air relativement banal, parce qu'on dit « Oh, c'est jamais que le DIF qui est revu, droit individuel à la formation », pas du tout. Le CPF, qui est le compte personnel de formation, est quelque chose qui est l'acquisition d'un nombre d'heures par un individu à partir du premier jour où il travaille. C'est-à-dire, même lorsqu'il est dans une université et qu'il va aller faire des stages chez McDonald's, il va commencer à acquérir des heures de CPF, de crédit formation personnelle, crédit personnel de formation. Et donc, qu'est-ce qui va changer? C'est que cette fois, l'individu est l'acteur essentiel de son développement en compétences. Ça lui appartient, ça n'appartient plus à l'entreprise. Avant, la formation professionnelle appartenait à l'entreprise. Aujourd'hui, elle appartient à l'individu. Ce qui fait que ça va lui donner aussi un certain nombre de devoirs, bien entendu. L'entreprise ne s'en dégage pas pour autant, puisque dans le texte, on n'a pas oublié la notion du dialogue social. Et alors là, ça renverra au coaching, parce que dans le dialogue social, il y a la notion d'entretien tous les 2 ans autour du projet personnel. Donc il y a une obligation pour l'entreprise qui consiste à accompagner les salariés, si on le lit dans le bon sens du texte, dans le développement personnel de leurs compétences. Et il y a une véritable question qui se pose. Qui va le faire dans l'entreprise? Très intéressant. Réfléchissez-en 2 secondes. Le manager, le N+1, très difficile. Vous imaginez dans votre position, aller voir votre N+1 en lui disant alors chef, j'ai un projet personnel qui est de quitter votre service, parce que vraiment, je ne m'y plais pas, hein, je vous aime pas en plus, j'ai envie de faire autre chose. Je caricature, mais on comprend bien que l'individu va avoir beaucoup de mal à s'exprimer librement dans son projet personnel vis-à-vis de son manager. C'est d'autant plus difficile qu'il aime peut-être bien son manager, qu'il aime peut-être bien son travail, mais qu'il a des aspirations à faire autre chose. Et que manque de chance, au moment où il avait envie d'en parler à son manager, le manager lui a remis une petite augmentation de salaire pour le remercier du travail qu'il faisait. Mais ça le met dans une position extrêmement difficile. Alors, qui va le faire? La fonction RH. J'ai suggéré que ce soit éventuellement les syndicats qui prennent ça en charge, donc le dialogue social, qui pourrait tout à fait se responsabiliser pour, d'ailleurs, on en parle beaucoup avec eux, pour accompagner les salariés dans la compréhension de ce qu'est le développement de ses compétences et l'accès à la formation.
est-ce que c'est un collègue d'un autre service, c'est-à-dire des correspondants qu'on formerait justement à l'accompagnement du projet personnel? Vous voyez, il y a tout un questionnement, et là on entend bien derrière, parce qu'il y a aussi l'orientation, hein, en arrière-plan dans cette loi-là, on comprend bien derrière tout ça qu'il y a un véritable rôle qui va se dessiner pour accompagner les individus dans la construction de leur projet personnel. Ça, c'est tout le côté positif de cette loi, c'est tout l'intérêt de cette loi. Je vais vous en donner le côté un peu plus difficile. Parce qu'on est en France, parce que nous sommes dans un pays assisté, et que malheureusement, il n'y a pas d'argent pour financer tout ça. Si, il y en a pour l'année prochaine, il y en a pour dans 2 ans, mais globalement, si on fait la réalité du calcul que peut représenter ce compte formation pour les individus, on ne sait pas aujourd'hui comment on va le financer. Donc, c'est un peu compliqué parce que on a supprimé l'obligation fiscale en disant que l'obligation fiscale des entreprises, qui était 1,6, n'avait pas de sens puisque la plupart des entreprises dépensaient plus que le 0,9 du 1,6 qui leur était rétribué pour former leurs collaborateurs. Donc on a dit c'est plus la peine de le garder, les entreprises vont le faire toutes seules. On a donc transformé ça dans une obligation simplement de 1%. Et donc dans ce 1%, 20% de ce 1%, alors je vous donne juste les chiffres comme ça, mais en gros 20% de ce 1% va servir à financer le compte personnel de formation. Alors à ça se rajoutera un petit autre chose, parce que dans ce 1%, il y a un prélèvement qui va au fonds paritaire de solidarité, de la formation professionnelle, etc., bon, qui va capter des fonds, qui va redistribuer lui-même une partie de ces fonds, il y a une part qui va sur la formation en alternance, etc. Bon, enfin en gros voilà. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, et c'est ça l'essentiel, c'est que désormais, ce 1% ne financera que des formations qualifiantes ou certifiantes. Ça, c'est important parce que c'est un grand changement. Parce que vous qui vous posez la question de l'avenir en formation, concrètement, jusqu'à présent, on allait voir les entreprises, puis on leur disait, si on va voir votre OPCA, peut-être qu'on peut monter un plan de formation et faire financer une formation de 2 jours, une formation de 3 jours, une formation de 10 jours, un accompagnement. C'est, on peut dire, terminé. Il n'y a plus de fonds pour ça. Donc, globalement, ça renvoie à l'entreprise le financement de ces actions-là. Dans les grandes entreprises, pas trop de soucis, il y a de l'argent, ils avaient l'habitude effectivement de dépenser plus que le 0,9, et de toutes les façons, depuis la loi de 2009, il n'y avait plus de possibilité d'aller prendre l'argent des petits pour financer les grands. Donc les grands, évidemment, avaient plus intérêt à cotiser dans les OPCA. Qui est pénalisé concrètement aujourd'hui, et c'est pour ça que la CGPME n'a pas voté, n'a pas signé l'accord, ce sont les entreprises entre 10 et 300 salariés. D'accord ? Et moi j'irais jusqu'à 500, hein, c'est-à-dire toutes ces entreprises, en fait toute cette tranche d'entreprises qui réellement avaient besoin de la mutualisation des fonds pour financer des actions de formation relativement ponctuelles. Et par rapport à cela, nous avons, nous, émis 2 inquiétudes, et nous essayons de faire passer, enfin, travailler sur ces 2 idées. La première, c'est qu'il n'y a pas que les certifications, il n'y a pas que les formations qualifiantes et certifiantes qui développent les compétences. Et ça, excusez-nous de l'éducation nationale, mais c'est une vision très française, avec une diplômite aiguë, où aujourd'hui, on n'embauche que des gens qui sont certifiés, et si on n'est pas Bac+5, on n'aura pas de carrière dans la vie du cadre supérieur. Donc globalement, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place de la VAE, je vous ai dit, je suis un terroriste, mais je dis ce que j'ai à dire, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place de la VAE, pour permettre à des gens d'avoir l'équivalent d'un diplôme pour avoir une chance de pouvoir accéder à un poste supérieur. Ça, c'est complètement français. Je peux vous garantir que pour travailler à travers le monde entier, le diplôme est quelque chose de fondamental, de très important, auquel j'accorde une très grande importance. Mais quand on répond là en ce moment à un appel d'offres au Maroc, et que le Maroc nous dit il nous faut des consultants diplômés Bac+5, on dit ouais, si vous voulez. Donc comme je ne suis pas Bac+5, a priori je viens pas. En tout cas, je ne vais pas leur dire que je le suis. Et là, on est amusé parce que de toute façon, on leur a dit qu'on ne répondrait pas à l'appel d'offres. D'accord ? On a dit, en plus, c'est pour une organisation de formation. Hein. On a dit,
Si vous copiez la France, c'est votre problème. Et nous, on va pas défendre ce projet-là. D'accord ? Donc, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ne finançable que des formations qualifiantes. Avec un paradoxe. Le compte personnel de formation, 150 heures. D'accord ? Avec un autre paradoxe. Comment on libère les salariés 150 heures quand on n'est pas une grande entreprise ? Donc, il faut absolument, puisque ceux qui vont décider sont le répertoire national des certifications professionnelles, donc les titres et les diplômes, très bien, il faut évidemment que les gens puissent accéder à des titres et des diplômes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr. C'est ensuite les branches qui vont décider des types de formations qui pourraient rentrer au titre du CPF, mais faut-il qu'elles soient normalement certifiantes. Et ensuite, ce sont les régions qui récupèrent le financement de la formation professionnelle et qui vont décider des formations au vu des observatoires territoriaux qu'ils souhaitent développer dans leur région. Et ce que l'on peut regretter dans cette loi, c'est qu'on n'y ait pas mis une place plus importante au passeport de compétences et aux certifications de CV. D'accord ? C'est-à-dire la possibilité, comme vous voulez le faire aujourd'hui, de reconnaître à un individu qu'il est compétent par un tas de morceaux à la fois de formation formelle et informelle qu'il a pu obtenir pour développer un niveau de compétence. Et c'est très intéressant parce que j'ai fait partie de ceux qui ont créé en France la certification de compétences professionnelles, les CCP à l'époque. Puis est venue la VAE. Il faut bien comprendre que la VAE n'est pas une certification de compétences. La VAE est une équivalence de diplôme. Je vais encore faire un gag de terroriste, mais j'avais un dirigeant que j'accompagne qui me disait « Hubert, j'ai ma secrétaire qui vient de passer une VAE pour un BTS de secrétariat ou d'assistant, je ne sais plus, d'assistant de gestion, peu importe. » Je dis « Oui, ben c'est bien. » Il me dit « Oui. Maintenant, elle est reconnue au même diplôme d'incompétence d'une jeune fille qui sort de 2 ans d'études, alors qu'elle a 20 ans d'expérience. » C'est intéressant. Donc, elle a développé un niveau de connaissance et de compétence qui est logiquement le référentiel du diplôme, ce qui est très bien. Mais sa VAE ne reconnaît pas l'expérience professionnelle qu'elle a. Et donc là aussi, en France, on a un grand vide entre compétence et performance, entre expérience et expérimentation, etc. Voilà. Donc il y a tout un champ aujourd'hui qu'on peut regarder dans la formation professionnelle, qu'on n'a pas encore exploré, qu'on ne sait pas encore aborder, parce qu'on a encore nos anciens systèmes de pensée, mais qu'il va falloir mettre en œuvre. Et donc il va falloir repenser complètement le système de formation professionnelle. Il va falloir le repenser à travers le parcours de l'individu, à travers la vie de l'individu, à travers son droit à développer réellement ses compétences. Et si on arrive à cela, on se moque des 150 heures, on se moque du financement, parce que ça rentrera dans les mentalités et on deviendra un pays normal. On ne deviendra pas un pays comme on l'a été jusque-là, qui a été obligé d'être assisté avec des bons côtés, hein, parce que la mutualisation a permis aussi de développer un certain nombre de choses, mais on deviendra un pays où les entreprises seront responsables. Et là, quand vous parlez de la gouvernance au sens des entreprises, je reboucle avec ce que je disais, vous comprenez pourquoi la RH est un problème de direction générale et pas le problème d'un DRH. C'est un problème de stratégie d'entreprise. Donc, face à ces enjeux-là, la formation professionnelle va avoir des exigences à l'égard des organismes de formation et des formateurs, et peut-être des coachs, qui vont être la reconnaissance de leur qualité. La reconnaissance de cette qualité, elle va se faire à travers plusieurs biais. Elle va se faire à travers la capacité des organisations à s'adapter aux nouveaux enjeux. Par exemple, créer des parcours modulaires, à développer des systèmes de reconnaissance, à développer des qualifications professionnelles. Alors il faudra faire attention, parce qu'on a déjà un RNCP avec 15 000 titres et diplômes qui fait que c'est absolument illisible, hein, parce que vous avez, je sais pas, peut-être 10 titres d'assistante médicale, 22 titres de vendeur, etc. Donc on ne sait plus très bien qui est quoi. Mais c'est vrai qu'on génère pléthore de titres et de diplômes, puisque pour pouvoir financer une formation, il faudra que le titre soit reconnu. Donc il va falloir beaucoup travailler sur l'ingénierie de la formation. Chose pour laquelle beaucoup d'organismes de formation ne sont pas prêts. Parce que là aussi, on a inventé la formation sur un modèle qui était éprouvé, qui était celui de l'éducation nationale. Mais il n'y a guère qu'en France qu'on est encore en phase de salle de classe.
Il n'y a guère qu'en France qu'on commence à découvrir que le multimédia est un média intéressant, pas pour faire des cours, mais pour faire du knowledge management, pour faire du partage, pour faire de l'assistance à distance, pour faire du complément de formation, pour faire de la révision, etc. Donc on commence à découvrir qu'il va falloir mixer les médias avec le face-à-face. Il ne s'agit pas, parce qu'en France on a toujours tendance à être très manichéen, c'est blanc ou c'est noir, c'est tout le multimédia, c'est le AO ou c'est le face-à-face. Non, non, ça va être les deux. Et d'ailleurs, je vais quand même envoyer des fleurs à l'éducation nationale pour le coup. Eh ben, l'éducation nationale a largement devancé aujourd'hui les organismes privés dans l'investissement dans les médias, parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Nous, on est devenu un peu miséreux. Donc il y a une grosse réflexion sur la réingénierie de la formation pour répondre aux futures exigences. L'autre aspect, c'est que, excusez-moi, c'est que l'individu va devenir le consommateur de la formation. On a souvent dit que les stagiaires ont des comportements de consommateurs. Ouais, il y a des comportements de bénéficiaires. Si là, ils deviennent consommateurs, ça va faire comme dans les autres pays. Brésil. Brésil, vous n'avez pas un salarié qui ne s'inscrirait pas en formation du cours du soir. Tous les salariés sont dans des licences, des masters, etc. Sans ça, on n'est pas à la mode. C'est carrément un phénomène de mode. Aux États-Unis, l'individu s'achète sa formation. Vous vous doutez bien que quand il est responsable de son achat de formation, il n'agit plus du tout de la même façon. Son implication n'est plus la même, et son niveau d'exigence par rapport à la qualité de la formation n'est évidemment plus du tout la même. Donc, on va avoir des consommateurs qui vont changer. Il faut aussi s'y préparer. Ceci étant, ça ne va pas se faire tout à fait demain, puisque nous, en vision prospective et organisationnelle de ce marché-là, et on travaille avec AGFOS là-dessus, on se dit au mieux 5 ans. Au pire, 25 ans. Mais au mieux 5 ans, parce que y a des jeunes générations, dont certains sont ici, qui de toute façon vont pousser. Eux, ils vont aller dire à leurs collègues, ou pas le dire, parce qu'ils vont en profiter pour eux, mais ils vont aller dire dans les entreprises, pardon, je suis vraiment désolé, je crois que c'est la pollution ambiante qui fait que j'ai plus de voix, ils vont aller dire à leurs collègues qu'il y a d'autres moyens de se former, il y a d'autres moyens d'acheter la formation, etc. etc. Bon. Donc, au milieu de tout cela, se trouve notre métier, votre métier. Alors quand je dis notre ou vôtre, à titre personnel, jusqu'à temps que je rencontre Thierry, moi je disais, je ne suis pas un coach. Voilà. C'était notre première discussion, en disant non, je ne vais pas intervenir, mais moi je ne suis pas un coach. Pourtant, il se trouve que ma formation, je suis un peu passé par psy, alors pas à Vincennes, hein, c'était les fous à mon époque. J'étais à Villetaneuse, en expérimental. Et un jour, j'ai eu un professeur qui est venu nous faire une petite présentation, toute courte, mais très passionnante. Et ce monsieur s'appelait Vincent Lénart. Ça remonte il y a très longtemps, à une époque où on ne savait pas du tout ce qu'avait fait monsieur Berne. Donc, il se trouve que je me suis évidemment beaucoup intéressé à l'analyse transactionnelle, puis ensuite j'ai rencontré un autre monsieur qui s'appelait Alain Quérol, donc je suis passé par la PNL, et puis après, comme tout le monde, j'ai fait quelques autres écoles pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et puis, j'étais quand même assez jeune quand j'ai fait tout ça, et je vous avoue que j'ai eu un peu peur du pouvoir que cela me donnait. Ce qui m'amenait à penser qu'on ne devrait pas avoir le droit d'être coach avant 40 ou 50 ans, c'est-à-dire avant d'avoir pris un petit peu de recul. Mais j'avais un pouvoir de manipulation sur les autres tout à fait extraordinaire. Et donc on comprend pourquoi il y a une règle et une charte éthique qui est toujours très difficile à respecter. Et si je ne me suis pas intitulé coach, c'est parce que justement je me sentais pas à l'aise dans cet environnement-là. Et puis il y avait une autre règle que je ne pouvais pas respecter en termes d'éthique, et que je ne peux toujours pas respecter, c'est que j'aime travailler avec des gens que j'aime. Et donc, comme il ne faut pas créer de relation amicale avec ceux avec qui on travaille normalement en coaching, je ne peux donc pas être coach a priori. Voilà. Pourtant, je peux vous garantir que mes clients sont plutôt des amis, et que je pense, si vous leur demandiez, que j'arrive à garder la distance avec eux quand je travaille avec eux. Sans ça, ils ne resteraient d'ailleurs pas mes clients. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette attitude, sur ce que nous sommes. Ça nous a amené à l'AVDEC à faire une recherche, entre autres, sur la taxonomie
qui existait autour du terme de consultant. Donc à essayer de retrouver, par analyse auprès de nos clients, ce qui s'appelait un consultant. Alors, je ne vais pas tout vous donner, mais très vite, hein, juste pour s'expliquer, c'est que nous avons repéré les éléments suivants. Et vous allez voir que c'est là où il faut gérer le paradoxe, puisque vous-même, vous allez vous trouver dans des situations où j'ai bien compris que vous n'êtes pas que des coachs, comme nous. Donc vous allez vous trouver dans ces situations-là. Vous avez, et donc on a fait ce travail-là parce que, encore une fois, tout le monde s'appelle consultant et on ne sait plus ce qui se cache derrière consultant. Alors derrière, déjà on ne sait pas derrière coach, puis alors derrière consultant on ne sait pas. Et j'ai même lu quelque part dans un site, que je ne citerai pas, mais qu'un coach n'était pas un consultant. Bon. D'ailleurs, au passage, on ne devrait pas être des consultants. Ben non, au sens sémantique du terme, on devrait être des consultés. Eh oui. Vous voyez ? Donc déjà, on a fait une petite erreur au démarrage. Mais ça, c'est une spécialité aussi chez nous. Donc, on a repéré quoi? On a repéré un premier niveau. Alors, il n'y a pas d'ordre financier ou hiérarchique, évidemment, mais un premier niveau qui est l'expert. Alors, l'expert, je le qualifie très simplement, l'expert dit la vérité. Voilà, hein, pour faire simple, l'expert, c'est une typologie de consultant auquel on va avoir recours quand on a besoin d'avoir une vérité, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui fait que il nous l'a dit, je peux l'appliquer. C'est l'expert comptable, c'est l'avocat, c'est un expert normatif qui peut vous dire la règle, c'est ça, voilà. Bon. Alors il est cher évidemment, mais enfin on ne l'utilise pas trop souvent, donc ça va. Il y a quand même un risque, c'est que ce ne soit pas un vrai expert. Voilà, donc on n'est jamais protégé de tout. Deuxième type de consultant, très intéressant, normalement totalement antinomique avec le coach, c'est le conseil. Alors dans le conseil, lui, il dit ce qui est bon. C'est-à-dire qu'en général, il a une bonne culture sur l'ensemble du domaine, il analyse le besoin du client, et il va orienter le client vers un choix. C'est comme ça que je me suis fâché avec une banque qui était venue me voir en me disant « Ouais, vous exagérez, vous dites comme défaut du conseil que le conseil n'est pas toujours fiable et pas toujours indépendant. Nous, on a des conseillers bancaires, ils sont totalement fiables, indépendants. Quand ils conseillent bien. » Et oui. Est-ce qu'ils conseillent des produits de la Société Générale? Donc, vous comprenez que ce n'était pas la Société Générale. J'ai pas d'affection particulière pour celle-là, mais je vais poser cette question-là. Il me dit, ah ben non! Et voilà, vous avez donné la réponse, ça va, vous avez la réponse à votre question et à mes affirmations. Ce ne sont pas des conseillers. Donc, ça aussi, hein, en terminologie, on abuse de ce mot-là, mais enfin, le conseil, son risque, c'est que ce ne soit pas un conseil tout à fait honnête. Bon. Le troisième niveau qui vous intéresse, c'est formateur. Hein, consultant formateur, on en entend souvent parler. Lui, il dit comment il faut faire. Alors, normalement, il maîtrise le sujet, il va accompagner les personnes, il va développer la compétence, il peut assumer d'ailleurs une responsabilité par rapport aux résultats aussi. Évidemment, dans la réalité, c'est la question de la maîtrise du domaine. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça vous renverra à votre questionnement dans la certification, qui est la double compétence. Hein, je suis coach, mais quel est mon niveau d'autres expertises? Je suis formateur, mais quand je vois se développer des formations de formateurs en Bac plus 3 ou Bac plus 5, ça me fait penser à des vendeurs qui ont appris la vente et qui ne savent pas quoi vendre. D'accord? Donc si vous n'avez pas un métier, vous ne pouvez pas être formateur quelque part. Donc formateur de rien, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc là aussi, dans les formateurs, on trouve de tout, et c'est pas pour rien que dans l'avenir, on pense que les formateurs devront aussi être certifiés, justement. Ensuite, vous avez le consultant praticien. Alors, le consultant praticien, lui, c'est un peu l'intérimaire du consulting. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire, qui sait le faire, et qui va le faire à la place de l'entreprise, en général. C'est-à-dire qu'on l'appelle pour mettre en place une démarche qualité, par exemple. On ne sait pas le faire, alors on appelle un consultant, puis il va le faire à notre place. Voilà. Le risque que l'on a, c'est qu'évidemment la compétence n'appartienne pas à l'entreprise et que ce soit du faux consulting et que pour le coup, on n'en tire pas un vrai bénéfice. On a le consultant auditeur qui lui dit ce qui est conforme. Bon, lui c'est assez facile. Le risque qu'on a avec l'auditeur, par contre, c'est que ce soit quelqu'un qui prenne des positions, justement, qui ne soit pas dans cette neutralité. Et là aussi, dans le coaching, c'est intéressant de réfléchir à la notion d'audit, parce que quelque part, on est proche de l'auditeur, au moins dans une des phases du coaching. Et puis on arrive au coach. Alors, le coach, lui, il ne dit pas. Voilà, il ne dit pas, il va faire émerger, il va travailler avec la personne, il va l'accompagner, il va arriver
l'amener finalement à ses objectifs. L'inconvénient, et c'est là où votre certification peut prendre tout le sens, c'est que dans le coaching, la lisibilité n'est pas tout à fait simple. Elle n'est pas simple à la fois dans ce que l'on veut faire avec son coach, elle n'est pas simple dans la qualité du coach, dans la responsabilité du coach, dans l'accompagnement du coach. Or, il n'est pas fou, hein. Évidemment, c'est un peu comme M. Freud, hein, qui fait en sorte d'avoir développé une technique où à 500 balles, finalement, ça peut durer très très longtemps, puisqu'on ne dit rien. Mais globalement, là, dans ce que vous voulez certifier, on attend bien des coachs avec une forme d'engagement. Et là, ici, ce qu'on a vu sur le marché, c'est un peu de tout, avec des dérives sectaires. Je trouve qu'on a travaillé avec la Miviludes sur ce sujet-là, c'est très compliqué, mais on sait que, et c'est ce que je vous disais de par mes études, on sait que c'est très facile de déstabiliser un individu, que c'est très difficile de l'accompagner pour se reconstruire. Vous allez me dire, on n'est pas des psys. Oui, je sais bien, mais quand on joue avec ces techniques-là, ça arrive vite, la déstabilisation. J'ai vu une fois quelqu'un qui avait des prétentions en analyse transactionnelle, et qui est intervenu dans une session de formation. Vous savez, dans ces sessions, on fait un peu d'analyse transactionnelle, on en explique les grands principes, et où les gens en ressortent en disant « ça y est, j'ai tout compris ». Et donc avec une des personnes dans la salle qui a fini par divorcer de son mari grâce à ça, quoi. Ou à cause de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pris une responsabilité relativement lourde. Donc, si vous voulez, face au coaching, on se pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est, jusqu'où ça va, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et là, c'est ce qui fait peur dans les entreprises entre non-lisibilité et manipulation. Où va se situer le curseur? Comment je vais lire la prestation du coach? Alors nous, on se définit à travers tout ça, parce que justement, c'est pour ça que je dis on n'est pas des coachs, on intervient beaucoup en stratégie. C'est-à-dire que nous, on dit, bon, ok, on ne détient pas la vérité, mais on connaît bien notre environnement, on ne cherche pas pourtant à orienter le client vers une solution, donc on n'est pas vraiment des conseils. On connaît les référentiels, mais on ne sanctionne pas la conformité, donc on n'est pas non plus complètement des auditeurs. Mais l'idée, c'est de les rendre autonomes à travers des opérations non structurées. Et je tiens à ça parce que c'est toute la problématique, si on parle de formation, entre l'opération qui est structurée, le parcours qui est structuré, et le système qui n'est pas structuré et qui est auto-porté par la relation qu'on a avec l'autre, mais qui ne peut pas exister si on n'a pas défini les objectifs quand même, c'est-à-dire le contrat. Et ça, je vais y revenir dans quelques instants. En tout cas, dans notre idée, nous on ne fait jamais à la place du client, ce qui au final d'ailleurs est assez confortable, et ce qui nous a permis de définir, c'est comme ça qu'on l'a fait en tout cas au début des années 90, donc je me dis des fois qu'on a un peu inventé le coaching, puisque ça date de ces années-là, de se définir avec la petite phrase qui est que nous demandons l'heure à nos clients pour la leur revendre. Hein, et finalement, c'est une position assez confortable. Bon. Ceci étant, on n'aurait pas de clients et on n'aurait pas d'entreprises qui nous font confiance. On ne travaillerait pas avec les institutionnels si en réalité, il n'y avait pas encore une fois cette grande lisibilité du contrat et des résultats. Et donc, l'idée de la certification et de la qualité va nous amener vers cela. Et dans le paradoxe de la formation, ce qui est très intéressant, je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens, c'est qu'aujourd'hui, on change de paradigme et on parle vraiment de développement de compétences. C'est-à-dire, on ne parle plus de gens qui sont assis à apprendre quelque chose, on parle de gens qu'on va avoir accompagnés à être compétents. Alors, il y a le geste de l'opérateur sur la machine, bien sûr, mais il y a le manager aussi. Qu'est-ce que c'est que la compétence du manager? C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous les accompagnez. Mais Dieu sait que la compétence du manager, c'est pas dans la formalisation des règles à apprendre. D'ailleurs, ça m'amuse toujours quand il y a des écoles de management. On n'apprend pas le management, on le développe, c'est une véritable compétence. Alors on peut bien sûr apprendre des règles, hein, les questions ouvertes, les questions fermées, les questions miroirs, bien sûr on peut les apprendre. Mais après, c'est un véritable travail comportemental, c'est un travail d'expérimentation, et c'est un travail ensuite d'expérience. Bon, à partir de ce moment-là, on est dans ce paradoxe, qui est la place du coaching dans le développement des compétences. Paradoxe, pourquoi? Parce que d'un côté, on dit la formation, c'est formalisé, il faut un parcours, il faut de l'évaluation, il faut un formateur, etc. Et de l'autre côté, on dit, il faut aider l'individu, au sens même étymologique du mot former, il faut aider l'individu à prendre forme, pour l'accompagner
faut qu'il apprenne à trouver en lui ses ressources, faut qu'il apprenne à trouver ses solutions. On est véritablement en formation-action. On est véritablement dans les approches inductives, celles dont on parlait déjà il y a 50 ans, et celles qu'on cherche à développer depuis toujours. Et donc, le vrai problème, c'est que depuis 1971, nous ne savons, à travers les conventions de formation, financer, par exemple, puisqu'on était dans le financement, que ce qui s'appelait du transfert de capacité. C'est-à-dire qu'il fallait qu'une formation ait un contenu. Qu'est-ce que vous avez appris aux personnes? Alors c'était très drôle, c'était la belle époque des années 80-90, où justement, quand il fallait faire des formations de vendeurs, on sait bien qu'un vendeur, ce qu'il faut, c'est l'entraîner finalement. Alors, pour faire financer la formation, on mettait justement des contenus d'analyse transactionnelle, de PNL, machin, tout ce qui pouvait toucher aux techniques de communication. Comme ça, on avait un contenu, on allait voir le financeur, on disait, hop, c'est de la formation. Puis en fait, on le faisait passer devant une caméra, ou on le mettait dans des situations, ou même on l'accompagnait en situation réelle, et on développait sa compétence. Donc, on voit bien que c'est de la finesse. Mais pour développer la compétence, il se trouve que vous avez une nouvelle norme que je vous engage vivement à vous procurer, qui est la norme, excusez-moi pour la terminologie, mais X50 768, qui est une norme qui est évaluation des systèmes de formation. J'en fais la publicité, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'y participer très largement. Cette norme, justement, met en évidence la façon de modéliser un système d'évaluation de la formation. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit que la norme, elle dit, ça ne peut pas être l'action de formation. Ça ne peut pas être le résultat de l'action de formation. C'est un parcours beaucoup plus large, qui part de projet personnel, orientation, action de formation formelle ou informelle, modalité d'évaluation, VAE, certification, etc. Et surtout, mise en œuvre. Qui est responsable de la mise en œuvre? Évidemment, c'est l'entreprise, c'est le monde du travail. Donc on part entre réalité du territoire et réalité de la compétence de l'individu. Vous voyez que c'est un parcours extrêmement long. Donc quand on reproche à l'éducation nationale, et pour le coup je m'en fais vivement le défenseur, de ne pas nous fournir des jeunes compétents, c'est pas leur rôle. C'est pas le rôle de l'éducation nationale. Je dis les entreprises n'assument pas leur rôle de partenariat avec l'éducation nationale pour assumer justement cette compétence. Alors bien sûr, il y a des guerres de clochers, mais là encore, en Allemagne, les référentiels professionnels sont définis par les professionnels. La formation est pilotée par les entreprises. Je parle de la formation professionnelle. Donc ne nous trompons pas, quand on va vouloir déplacer les compétences, il va falloir qu'on soit capable d'analyser ce système-là avec les entreprises et qu'on puisse nous donner de la lisibilité à notre rôle. Et donner de la lisibilité à un rôle quand on fait de l'accompagnement, eh bien, dans l'évaluation, c'est déjà d'être capable, et je pense que les coachs sont peut-être les plus capables aujourd'hui de faire ça, c'est pour ça que je vous encourage à le réfléchir, d'être capable d'être un véritable photographe. Donc pour moi, le développement de compétences, c'est être capable de faire, non pas une évaluation d'acquis, vous savez, style QCM, machin, etc., avant, après, non, c'est de faire la photo avant, après. Que sont les personnes avant? Que sont devenues les personnes après? Donc c'est la base de notre contrat en coaching, hein. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi aujourd'hui, sur quoi vous voulez travailler? C'est quoi vos points forts? Comment on peut tirer avec vos points forts? Donc, on voit bien que dans vos pratiques, vous êtes réellement ceux qui pourraient être les coachs du développement de la compétence. Mais en France, ça passe assez mal. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la lisibilité du coach n'est pas forcément vue comme étant l'acteur du développement de la compétence. Il est plus souvent vu sous un rôle de psy. D'accord? C'est pas vrai. Il y a de la disponibilité, bien sûr, mais ça peut être vraiment l'acteur du développement de ses compétences. Mais pour ça, donc, il faudra démontrer cette qualité que vous aurez à mettre en place les outils nécessaires pour piloter ces parcours-là et les accompagner. Et là, pour le coup, le fameux ROI, Return on Invest, dont on parle toujours en formation professionnelle, je suis convaincu, pour pouvoir l'avoir mis en place dans certaines entreprises, qu'on va le mesurer. Pourquoi? Parce qu'on sera capable d'identifier ce qu'était la dépense formation avant et ce qu'est le résultat après. Donc, il y a une vraie recherche à faire sur ce sujet-là. Alors, pour terminer, en quelques minutes, c'est de vous donner maintenant de la visibilité autour de la qualité. Hein, ça va être très rapide. Mais la qualité, en fait, dans sa définition, elle est très simple. C'est répondre à un besoin
d'une entité ou d'un individu. Voilà. J'ai bien dit d'un besoin, pas d'une attente, parce que les attentes relèvent des fantasmes. Donc vous voyez qu'il y a déjà un premier travail dans la qualité qui est de traduire les attentes en besoins. Derrière ça, vous avez des approches normatives. Les normes nous ont souvent fait peur parce qu'on les a souvent vues comme des contraintes. Alors là, je voudrais démythifier ça une fois pour toutes. La norme ne peut pas être une contrainte. Ça ne peut pas être une contrainte. Pourquoi ça ne peut pas être une contrainte? Je fais juste un petit schéma. C'est que la norme, elle est écrite non pas par un institutionnel quelconque avec des ingénieurs intellectuels, pas du tout. Elle est écrite par ceux qui la mettent en place sur le terrain. Et la norme, c'est le plus grand dénominateur commun des acteurs qui sont sur le terrain. Le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les pratiques du marché. Donc, globalement, une norme ne représente jamais que les minima que devraient respecter les offreurs d'un marché. Donc, vous voyez que quand on dit la norme et la qualité, c'est faux. La norme n'est pas la qualité. La qualité, elle est où? La qualité, elle est dans la valeur ajoutée que vous allez mettre autour de ces minima. Donc, quand une organisation dit « je suis de qualité », globalement, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être certifiée. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, on va tous se faire certifier très très vite. Ouais, sauf que, il y a un autre enjeu dans la qualité, qui est la capacité à toujours bien faire. Et là, se posera juste une question, comment allez-vous en faire la preuve? C'est pour ça que la VAE, par exemple, a eu beaucoup de mal à démarrer en France. C'est qu'il faut constituer un portefeuille de preuves. On ne nous a pas appris ça à l'école quand on était tout petit. Sinon, le portefeuille, on l'aurait. Voyez ? Mais c'est quelque chose qui va devoir se créer de plus en plus. C'est pour ça que je parlais aussi du portefeuille de compétences tout à l'heure, auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est qu'il va falloir donner des éléments de traçabilité. Vous avez des spécialistes dans la salle de la certification de personnes qui pourront peut-être vous en parler tout à l'heure, mais monter un dossier de preuve, et je pense que ce sera pareil pour vous, ça va vous demander un travail de réflexion. Qui est-ce que j'ai accompagné? Comment je l'ai accompagné? Est-ce que j'ai des traces? Est-ce que je peux aller demander des témoignages? Est-ce que j'ai des diplômes? Est-ce que j'ai des titres? Est-ce que j'ai suivi des formations? Est-ce que j'ai fait des mises en œuvre? Donc ça va être quand même un gros travail. Et pour une organisation, évidemment, c'est un gros travail de traçabilité sur ces processus. Et dans la qualité, vous avez 4 qualités. Vous avez la qualité d'un produit. La qualité d'un produit, voilà. Voilà un produit, c'est une bouteille. Quels sont les critères de qualité de cette bouteille? Eh bien, on va parler de résistance, on va parler de contenance, on va normaliser la contenance de la bouteille, on va parler d'un certain nombre d'éléments pour le stockage, pour la durée de protection, etc. Pour l'hygiène, en fait. Voilà, on va faire une norme produit. Deuxième type de qualité, qui est celle qui nous intéresse, c'est la qualité de service. Très intéressant. Puisque là, la qualité de service ne va plus travailler sur la bouteille, mais va travailler sur le résultat obtenu. Donc là, c'est très important, parce que la vraie question, c'est comment vous obtenez le résultat. Donc ça va vous interroger sur la réussite du client par rapport au résultat. Ça, c'est la qualité de service. Donc ça veut dire être capable de caractériser son service, qu'est-ce qu'on fait, d'y mettre des performances, mais surtout, et en coaching c'est très intéressant, je renvoie encore à vos pratiques, vous êtes vraiment prêt à faire cela, surtout, quelle est la part de responsabilité du client? Car le service, c'est quelque chose qui est coproduit. La bouteille, c'est moi qui la design, c'est moi qui la fabrique, et après je vous la vends. Dans le domaine du service, c'est pas ça. Dans le domaine du service, vous avez un besoin, je vais définir des éléments qui pourraient atteindre le résultat, mais vous allez avoir une part d'activité. Et donc, comme dans le coaching, justement, on pourrait dire qu'il y a effectivement service. Quel est le service rendu? Quelles en sont les caractéristiques? Quelles en sont les performances? Troisième type de qualité, c'est une qualité dont vous avez beaucoup entendu parler, ce qu'on appelle la qualité de l'organisation. C'est ce qu'on appelle couramment l'ISO 9000. L'ISO 9001, en fait, c'est garantir qu'une organisation est capable de maintenir ses processus toujours au même niveau de performance, et donc capable de toujours fabriquer correctement sa bouteille. Donc vous voyez que c'est complémentaire entre une norme produit et une norme de management. Là, on a défini le produit. La norme de management dit que vous êtes capable de rendre le produit. Dans le service, c'est pareil. Vous avez défini votre service.
vous évaluez la qualité de votre service, mais vous pouvez aller plus loin et démontrer que vous managez les processus qui permettent toujours de rendre correctement le service. Et enfin, et pas des moindres, la qualité de l'individu. Et là, ça renvoie cette fois à des référentiels de compétences, et ça renvoie à la certification de personnes. Alors, je viens de dire certification. Qu'est-ce que ça veut dire, certification? Il faut bien différencier un référentiel, qui est partagé par tout le monde, qui est un document lisible auquel on peut se référer, auquel on devrait se référer, et certification qui va plus loin, c'est-à-dire qui reconnaît qu'on respecte le référentiel. C'est pas tout à fait pareil. Je peux avoir fait des études jusqu'en terminale, ne pas avoir le bac. J'ai fait les études. Est-ce que je les ai bien faites? Je ne sais pas, mais je me suis en tout cas moulé dans le référentiel. J'ai pas eu le diplôme, ou je ne l'ai pas passé. Et bien là, c'est la même chose. Je peux utiliser cette documentation, elle est en vente libre. Je ne suis pas obligé de me faire certifier. Dans la certification de compétences, on va avoir un référentiel et on va donc se faire certifier. Et là, il y a deux façons de certifier. Il y a la certification de type examen, de type VAE ou de type portefeuille de preuve. Alors, VAE et portefeuille de preuve, c'est un petit peu la même chose. Je dirais simplement que la VAE va se rattacher à un référentiel de titre ou de diplôme, alors que le portefeuille de preuve va être beaucoup plus large et va permettre de faire reconnaître d'autres éléments. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais dire simplement que là encore, vous trouverez des organisations de certification très différentes. Vous trouverez des gens comme l'AFAC-AFNOR qui certifient les organisations. Vous trouverez l'ICPF, vous, qui certifie les personnes. Vous trouverez aussi dans la formation professionnelle l'ISQ qui délivre l'OPQF. Alors c'est très intéressant parce qu'un organisme de formation, s'il a l'OPQF délivré par l'ISQ, ça reconnaît justement sa compétence dans un domaine de formation. Il est compétent pour enseigner les langues ou la bureautique. Dans une organisation, ensuite, elle peut être certifiée NF Service Formation Professionnelle et ISO 9001. Vous voyez, c'est trois choses différentes. ISQ, OPQF, je suis compétent pour faire des langues. NF Service, j'ai une qualité de service qui est définie avec des performances, des caractéristiques, et je rends bien, vous deviez travailler derrière un organisme de formation. Ça veut dire que vous pouvez aussi travailler en direct. Mais ça veut dire que si vous travaillez en direct, vous allez être obligé de vous poser les questions de votre propre qualité de service. Vous voyez ? Donc c'est intéressant, je ne sais pas si votre référentiel aujourd'hui l'intègre, ce sera très intéressant d'y travailler, mais globalement, être certifié sur un métier, ça ne suffit certainement pas. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir ouvrir la certification autour du coaching dans mes compétences de coach aussi. Donc dans mes compétences à analyser, dans mes compétences à manager, dans mes compétences aussi à accompagner sur des domaines particuliers. Parce que très franchement, pour connaître un peu maintenant le métier, accompagner des entreprises de services, accompagner des entreprises industrielles, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut bien avoir une autre culture. Voilà, donc vous pouvez vous faire certifier, vous pouvez être reconnu. Quel en est l'intérêt? Je crois qu'avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en particulier avec les évolutions normatives, qui si elles n'ont pas encore obligé à une certification des organisations, en tout cas ils pensent très sérieusement, donc là encore je vous engage à devancer le texte de loi, parce qu'il sortira dans pas longtemps de toutes les façons, avec peut-être un minimum d'OPQF, avec peut-être un minimum de certification des formateurs. Quelle certification, on ne sait pas encore, mais de toutes les façons, il va falloir faire un fort lobbying pour amener les individus et les organisations à se faire certifier. Et aujourd'hui, dans votre métier, Thierry l'a dit en ouverture, donc je terminerai plus ou moins avec ça, en disant que vous vous trouvez dans une situation où les certifications qui existent ont assez peu de reconnaissance dans le monde de l'entreprise. Et en tout cas, ne correspondent pas forcément à ce qu'entendent ou ce que veulent entendre les acheteurs du monde de l'entreprise. Donc c'est intéressant, il y a un vrai créneau, il y a une véritable approche à faire, une approche par la compétence, mais aussi, à mon avis, par la lisibilité, encore une fois, du service rendu. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a, pour vous, qui est très ancré dans les RH, donc trois aspects importants. La compétence d'évaluateur, comme je l'ai dit, avant, après, comment démontrer que j'ai accompagné quelqu'un et qu'il a progressé, donc par rapport à des contrats d'objectifs, et là pour le coup le ROI devient visible, une compétence d'accompagnateur du développement en compétences, très intéressant, c'est vraiment une clé d'entrée
et encore une fois, non seulement dans l'accompagnement au poste de travail, mais aussi dans l'accompagnement dans le projet personnel. Il faudra au moins former tous ceux qui auront la prétention d'accompagner dans le projet personnel. Et puis enfin, donc, pour résumer, une compétence à manager l'ensemble du processus. Pour vous, l'intérêt, il est donc évident, mais je voudrais rappeler que cette valeur de la certification n'a de sens qu'à travers 3 éléments. La pertinence de ce qui va être reconnu, c'est-à-dire que si votre référentiel n'est pas pertinent, il ne sera pas porteur, il ne sera pas reconnu, il ne sera pas adoubé ni par les pairs, ni par les acheteurs. La deuxième chose, c'est la communication auprès des clients. Eh bien, je vois ce soir que vous savez mobiliser, Thierry, avec le cercle, et je vous en félicite, parce qu'à Paris, c'est très dur de mobiliser. Donc bravo, donc il faut mobiliser, et il faut que tous soient des relais auprès des clients. Et donc plus vous communiquerez auprès des clients, plus vous avez la chance d'avoir du retour, et ce que j'appellerais comme 3e élément, du boomerang client qu'il faut savoir gérer, c'est-à-dire vos clients, puisqu'en tant que coach, c'est pas toujours facile de se vendre, vos clients sont vos meilleurs commerciaux. Donc à partir du moment, évidemment, où on gère ce boomerang client autour de la certification, je pense que ça peut faire une vague assez rapide. Ce qui est beaucoup plus facile, à mon avis d'ailleurs, en certification de personnes qu'en certification d'organisation. Voilà. Je gardais juste pour la fin, allez, pour conclure, juste une petite note d'humour, puisque tout à l'heure je vous disais que nous on s'était défini en disant que nous demandions à nos clients l'heure et on la leur revendait, ce qui était une position confortable. Je me disais que finalement, un coach certifié, un bon coach certifié devrait faire mieux que nous. Il devrait arriver à vendre la question et le temps de silence qui va avec. Voilà. Donc j'espère qu'il y a des questions, hein, et que ça a suggéré quelques remarques et pourquoi pas quelques pics en réaction. Je vais me permettre la première question, ce qui est l'usage dans nos conférences. Je remercie Hubert pour ce brillant exposé, à la fois sur la réforme de la formation, qui vraiment est très claire et très limpide pour nous. On n'aura pas besoin de se pencher sur ce texte assez long. On verra les décrets. On verra les décrets, hein, tout après, dans les décrets d'application, c'est bien. Et puis, lui dire quand même que malgré tout, malgré cette première discussion qu'on a eue ensemble, sur consulting et coaching, quel bon coach, avec toutes ces grilles en fait d'analyse, parce que c'est quoi le coach au fond? C'était la discussion qu'on avait samedi dernier dans notre réunion de travail de la journée. C'est quoi le coach? C'est cette grille. Le passeur, le conseil, le formateur, c'est un petit peu tout ça, c'est un peu toutes ces casquettes. Alors la question que je pose, c'est sur les instruments de mesure. Parce que c'est évidemment, tout cela doit reposer sur une mesure. Alors là, on est encore sur un terrain vierge, hein, sur les instruments de mesure en matière d'accompagnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme ça, vos impressions? Je savais bien que j'aurais le droit à la question de piège. Pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis toujours, et nous sommes toujours, et on vous invite tous justement à communiquer, à travailler là-dessus, pas grand-chose. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, avec une organisation qui accompagne du personnel en salle dans des maisons de retraite. C'est l'actualité, vous avez vu ce matin, quelques soucis chez eux. Cet organisme qui faisait ça me disait, mais on n'a pas de documents formalisés, on n'a pas l'équipe pédagogique comme le demande la norme ENEF pour pouvoir être certifié. Ça va être très difficile parce que s'il faut tricher, on va faire des faux contenus, des faux parcours. Bon. Il dit, mais pourtant on développe la compétence. Ah. Et t'as pas des preuves de ça? Je réfléchis, bah non, j'ai pas de preuves, puis je vois pas ce qu'on pourrait avoir comme. Puis je peux te montrer un truc quand même, parce que quand on fait la proposition, puis quand on fait le contrôle, il dit, regarde, je prends des photos. D'accord? Et quand je parlais de photos, c'est pas neutre. Il prend des vraies photos numériques,
il arrivait, et voilà, il prenait, alors je peux vous garantir, les photos, les petits vieux à table, les assiettes pas débarrassées, des petits pois qui restent, la tarte qui est mise dedans comme ça, etc. Puis il dit, des films, des personnels, et il dit voilà, et à la fin, on a des photos. Et là, on voit la table, comment elle est mise, on voit le soin que les personnes apportent aux autres, etc. Et on voit ce changement. Et c'est quoi ce changement? C'est du coaching, c'est de l'accompagnement de ces personnes-là. Donc il y a bien eu un véritable développement de la compétence de ces personnes qui répond exactement aux objectifs de l'entreprise. Donc quand je parlais du ROI, je peux vous garantir que là il est dit. Donc vous voyez qu'en termes de créativité, je pense qu'il ne faudra pas se mettre de limite à cette créativité. Dans les autres aspects, je vous ai parlé du contrat de coach. Moi je crois qu'à un moment donné, on est capable, à travers le contrat, de faire des photographies de situations de départ et de situations d'arrivée. On utilise, nous, par exemple, des systèmes avec des votes, où on met sur le mur, quand on travaille avec des groupes, par exemple, puisqu'on fait du coaching d'équipe de direction, on met sur le mur des compétences de communication managériale et de travail de groupe. Et on demande aux gens, avec des patchs colorés, de venir se positionner sur des échelles de 1 à 7, qui va de « je ne comprends pas le concept » à « je pourrais très bien expliquer le concept aux autres ». Et donc, finalement, les gens se positionnent, ils se colorent, etc. Et puis, quand on commence à travailler avec eux, on les fait revoter dans les différentes sessions de travail. Et c'est très intéressant, parce qu'il y en a qui dévalorisent leur vote, il y en a qui le survalorisent, voyez. Et donc, les gens, petit à petit, se repositionnent et on les voit progresser. Voilà. C'est un autre élément de mesure. Voilà. 2 exemples. Voilà. Je pense qu'il y en a plein d'autres à inventer, mais il faut garder dans l'idée que c'est une idée photographique qui doit mesurer des progressions ou des régressions. Voilà. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'ouverture. Merci, on est loin du coaching psy d'origine. C'est pour ça que j'ai pas de prétention. Je ne fais que ce que je sais faire, c'est tout. Je ne m'intitule pas. On va faire circuler la Oui. parole. N'hésitez pas à Quelqu'un me peut suivre. prendre Oui. le micro, peut-être. Oui, bonjour Sylvie Bognon, coach. Moi, je fais une question assez concrète. Vous avez fait état de votre réseau, du lobbying que vous faites et nous vous en remercions. Est-ce que vous connaissez la position du Direct Île-de-France concernant le coaching? Pour les avoir un petit peu approchés de loin, c'était pas facile. Donc, le Direct, quelle est sa position, s'il vous plaît? Il y a des gens... A priori, non. Écoutez, dans le lobbying, je vous dirais, je répondrai par un biais, je dirais que je suis très proche d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Huard, qui est à la DGEFP, qui était à l'Éducation nationale avant, que je connais très bien, avec qui on a souvent des débats. J'étais très proche aussi de Bernard Dréano avant, sur les services de contrôle, et lui pilotait les services de contrôle, et nous-mêmes, on a été contrôlés par la Directe d'Île-de-France. Quand ils nous ont contrôlés, j'ai essayé de leur expliquer ce qu'était la qualité de la formation. J'ai eu 2 personnes tout à fait charmantes que j'ai tenues pendant 3 quarts d'heure en essayant de leur expliquer un peu ce que je vous expliquais, l'engagement de résultats, etc. Puis au bout de 3 quarts d'heure, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'on pourrait avoir accès à la comptabilité, aux feuilles de présence, s'il vous plaît? Parce que nous, on ne comprend pas bien ce que vous dites. Je dis, mais attendez, mais vous ne vous intéressez pas aux résultats qu'on obtient? Non, nous, on veut juste voir si tout est en règle. Alors, comprenez bien que sur la question du coaching, là, on en est à 100 années-lumière. C'est même pas la peine de leur en parler, c'est pas leur problème. Mais je dis bien, ça n'est pas leur problème. Ça n'est pas dans les tables de référence. Ce qui est dans leur table de référence, c'est l'action de formation. Donc, de 2 choses une, ou vous faites une action de formation au sens légal du terme, ou vous ne le faites pas. Alors, quand on avait Bernard Dréano au service de contrôle, c'était quand même quelqu'un qui était capable d'apporter un peu d'interprétation. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous voulez, d'un côté, on est en train complètement d'ouvrir la loi depuis 2004 déjà, d'ouverture au développement des compétences, et de l'autre côté, on a eu jusque-là des services de contrôle qui étaient relativement très fermés. Ce que je ne sais pas, c'est à travers la nouvelle loi, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que si vous voulez, à partir du moment où on supprime le 09, ça devient un marché libéral, très ouvert au monde de l'entreprise, donc dans une relation commerciale pure et dure. Est-ce qu'on continuera à travers le dialogue social, à sanctionner ce qui ne représente pas une action de formation ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, donc, je suis désolé, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, ne vous attendez pas à être soutenu sur des opérations de coaching. Au contraire, vous serez challengé. Ce ne sera pas financé parce que c'est pas de la formation. Ça pourrait. C'est-à-dire qu'on a monté des dossiers, nous, où justement on a réussi à intégrer du coaching en le déguisant quelque part,
mais en l'appelant formation-action et en démontrant comment on accompagnait le développement des compétences. C'est pour ça, quand je vous en parle, je ne vous engage pas dans une voie qui serait un cul-de-sac. Il y a une réalité, mais quand je vous disais qu'il va falloir apprendre l'ingénierie, il va falloir apprendre l'ingénierie. Il faut bien démontrer les résultats, le parcours, le process, etc. Et je ne sais pas du coup s'il n'y a pas un nouveau mot à inventer, parce que est-ce que ça pourra s'appeler du coaching ou pas, je ne sais pas. Alors bonjour. Donc le système de certification était très clair, mais concernant donc l'éducation nationale et les systèmes de formation, c'est vrai que des fois ils sont un petit peu éloignés des difficultés des travailleurs RQTH sur le terrain. Et par rapport à ça, je voulais vous poser la question par rapport au coaching des titulaires d'une RQTH. Je voulais vous demander si donc est-ce que vous vous accordez avec la mission handicap pour organiser le coaching, ou est-ce que vous regardez sur le terrain et vous procédez à des ajustements en fonction des corrections à faire? Alors je trouve que c'est une excellente question. On a travaillé avec les Cap Emploi, avec AGFIP, on a mené un certain nombre de réflexions. C'est vrai que le handicap n'a pas été beaucoup pris en compte jusqu'à présent, on fait des efforts, ça n'a pas été beaucoup pris en compte, et mea culpa, jusqu'à présent, les normes sur la formation professionnelle n'ont pas pris en compte le handicap. Alors, l'éducation nationale, là, il ne faut pas la critiquer, pour le coup, elle a fait des efforts dans la mesure de ce qui était possible. Mais, comme vous le soulignez, c'est pas tout à fait simple, c'est pas tout à fait facile. On se heurte aussi en France à des murs administratifs des deux côtés. Donc, faire rentrer le handicap dans notre environnement n'est pas toujours simple. Mais ce à quoi je m'engage devant vous, puisque je préside les travaux sur la normalisation de la formation professionnelle, c'est à bien faire en sorte que dans les caractéristiques que l'on définira, le handicap soit pris en compte. C'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant. Je n'ai pas d'autre pouvoir, malheureusement, pour aller plus loin. Mais si déjà la norme sur la formation professionnelle intègre des exigences au niveau des caractéristiques, des performances, d'accompagnement du secteur handicap dans la formation professionnelle et fait référence à ce coaching dont vous faites part, je trouve que ce serait une excellente idée. Donc je m'engage à porter l'idée dans la commission de normalisation. D'autres questions? Non? Bon, eh bien, je pense oui. Jean Potreau, coach. Dans votre analyse des différents types de consultants, qui est très intéressante et très pédagogique, il manque le mentoring. Mentor, vous le placez comment? C'est vrai qu'il est référencé, et en terminologie sur les normes de la formation, il est présent. Pour nous, le mentor, on ne l'a pas mis directement dans le consulting, c'est clair. Il a une action un petit peu particulière. J'ai du mal à vous répondre. Est-ce que c'est un oubli ou pas? J'ai du mal à vous répondre, c'est une bonne question. Est-ce qu'on le met? Si vous voulez, bon... Ma première réponse serait il est dans le chapeau du formateur avec un rôle un petit peu particulier. Parce que si vous voulez, le mentor, c'est un peu comme le tuteur. Bon. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a le tuteur, il y a le mentor. Bon, le mentor étant un tout petit peu différent du tuteur, puisque le tuteur va accompagner, justement, il va être pour une part dans l'accompagnement du développement de la compétence. Le mentor va s'intéresser vraiment à la valeur d'une personne, à la faire émerger, à l'accompagner dans son projet. Bon. C'est une forme de coaching, voilà. Alors moi je dirais que dans notre typologie, c'est pour ça que je disais qu'il faudrait peut-être qualifier les coachs, parce qu'à mon avis, bien que ce soit forcément interdit